Célébrée sous le thème Archives en danger, protéger les identités mondiales, la date du 27 octobre reconnue comme Journée internationale de l'audiovisuel passe inaperçue en Guinée. Adoptée en 1980 par la 21e Conférence générale de la recommandation pour la sauvegarde et la préservation de l'audiovisuel, cette journée donne l'occasion d'attirer l'attention du public sur la nécessité de prendre des mesures et de reconnaître l'importance des documents audiovisuels. De 1954 jusqu'à 1984, la radio indirectement a participé à la lutte pour l'indépendance. Maintenant, la radio a fortement contribué à la préservation de la paix, à la création d'un climat de compréhension, mais aussi à soutenir des programmes de développement. La télévision a été lancée ici en 1977. De 1977 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une évolution. D'abord, c'était du noir-blanc, puis la télévision en couleur, et aujourd'hui, nous sommes à l'orée de la télévision numérique. Il y a eu une adaptation progressive des programmes de la télévision aux besoins et à l'attente des populations guinéennes. Donc, pour moi, la journée d'aujourd'hui est une journée phare de réflexion, de rétrospective du passé, mais aussi de projection sur l'avenir de l'audiovisuel dans notre pays. Mohamed Condé souhaite que l'audiovisuel soit la vitrine du patrimoine guinéen. Je veux une télévision plus responsable qu'avant, plus engagée, qui va amener notre patrimoine au plan mondial, en faisant mieux connaître ce que nous avons de singulier chez nous. Il faut qu'il y ait une infrastructure qui permettra à l'ensemble des Guinéens d'accéder à toutes les télévisions guinéennes. Cette fête internationale passe peut-être inaperçue, mais elle n'est pas méconnue des hommes de médias. Cette fête ne doit pas passer inaperçue. Je pense que c'est nous les journalistes qui n'avons pas mis une considération à cette fête. Je lancerai un appel à tous les journalistes qu'on se donne la main pour qu'enfin l'année prochaine, qu'on célèbre vraiment cette fête. Bonne fête à tous les médias. C'est une journée qui passe inaperçue pour bon nombre de citoyens. Mais ce qui est important, ça doit être une journée pour tout un chacun de diagnostiquer les problèmes liés à l'évolution de l'audiovisuel en Guinée. On se rend compte aujourd'hui le changement par rapport à l'information des citoyens. Donc il faut tirer chapeau pour l'audiovisuel en République de Guinée aujourd'hui. Cet événement mondial doit pouvoir rassembler tous les acteurs de l'audiovisuel dans un combat commun qui est la liberté d'expression. Rien ne semble éloigné. La famille politique de l'UFDG des projecteurs des médias. Outre les successions des parades médiatiques en protestation de la présidentielle du 11 octobre dernier. Ce mardi 27 octobre, c'est un autre scénario qui fait surface. Il s'agit du procès qui oppose Hadji Halimatou Dalen Diallo, épouse du chef de file de l'opposition, à Abdourahmane Bakayoko, fondateur du site d'information Conakry Time, président du parti Les Démocrates. Ouvert ce mardi au tribunal de première instance de Dixine. Abdourahmane Bakayoko, Souleymane Diallo et Sellou Diallo sont poursuivis pour diffamation, dénonciation calomnieuse et injure publique à la personne de Sellou Dalen Diallo, président de l'UFDG. Cette première journée d'audience a porté sur la caution que doit payer la partie civile. Au terme des débats sur le montant affigé aux présumés accusés pour le traitement du dossier leur concernant, le président du tribunal fixe la caution à 250 000 francs guinéens. M. Bakayoko a tenu des propos communautaires, des propos très très graves lorsqu'il déclare que les Soussous et les forestiers n'aimeront jamais l'âge Sellou Dalen Diallo. Je ne peux pas rentrer dans les détails tellement que les propos sont graves et incendiaires. Donc, pour rétablir sa dignité, son honneur, pour rétablir la vérité, Mme Dalen ne peut pas rester sans venir au tribunal pour que justice soit dite.
À l'entame de l'audience, le principal présumé Abdourahmane Bakayoko et ses co-accusés décident de couper court et se confondent au pardon. M. Abdourahmane Bakayoko a ramassé, a mobilisé tout Tougué déjà pour venir demander pardon, s'excuser auprès de Mme Hadja Halimatou Dalen Diallo. Excuse, pardon, d'accord, mais après d'abord la justice. C'est précoce qu'il le fasse maintenant, c'est très précoce qu'il le fasse maintenant. On va commencer par la justice et on finira par examiner cette demande de pardon. En tout cas, l'audience qui oppose Hadji Halimatou Dalen Diallo, épouse du chef de file de l'opposition, à Abdourahmane Bakayoko, fondateur de Conakry Time et président des démocrates, a été suspendue et les travaux reprendront le 10 novembre prochain. Le port du casque étant un moyen efficace de réduire les blessures à la tête et les décès provoqués par les accidents de moto n'est toujours pas respecté par les motocyclistes. Raison pour laquelle, chaque année depuis quelque temps, la direction centrale de la police routière procède à un contrôle spécifique sur le port des casques. Cette mesure drastique ne fait pas l'unanimité de tous les citoyens et les agents de police déployés sur le terrain sont souvent injuriés ou voire frappés. En le propulsant, parfois, il peut tomber sur le goudron ou il peut aller tomber sur un véhicule ou devant un véhicule. L'explication là, même si je ne donne pas d'explication, tout le monde peut comprendre si de tels cas arrivent, ce qui se passe. Parfois, d'autres descendent sur ces les policiers, les déchirer les chemises, les insulter père et mère. On a beaucoup de difficultés et le verbaliser. Normalement, le non-port de casque, c'est 40 000 francs. Mais parfois, il faut le dire parce que je suis en face de beaucoup de personnes. Parfois, on donne 100 000. Tout ça, là, c'est une forme de dissuasion. C'est-à-dire qu'ils sachent qu'avec le non-port de casque, parce que ça y va dans leur vie. Nous donnons parfois 100 000, ça va dans la caisse de l'État. Un phénomène aussi qui affaiblit les capacités des policiers, comme le confirme cette policière. Dans toutes les zones, on a commencé, mais franchement, on a eu du fil à retordre parce que, en arrêtant un motard, tu ne peux pas siffler un Guinéen pour lui dire arrête-toi, je vais te contrôler, qu'il s'arrête de lui-même. Parfois, vous risquez, nous policiers, on risque, en tout cas, faire ce que la loi demande. L'arrêter, s'imposer afin qu'il aille acheter. Mais nous refusons, on s'abstient, on refuse de réagir parce que c'est des systèmes, ils veulent vous amener dans un terrain qui n'est pas bon pour vous. Pour ce motocycliste, l'exigence du port des casques est une pratique importante à sa vue et invite d'autres à son application. Donc no wonde importance ɓe jaɓata ɓe wattagol ɓe watto tawi noon suntiki salike donc o yiya yeeso kala ko heeɓi mo yiyay en tout cas noon no wonde importance kala wattotoɗo yo watto no moƴƴi no wonde importance. Le respect du port des casques revêt une importance croissante en raison de l'augmentation spéculaire de la motorisation de la planète qui résulte dans une très large mesure de l'utilisation fréquente de deux roues, particulièrement en Guinée. Revenus de la Coupe du Monde au Chili dans la nuit du dimanche à lundi, les joueurs du Sili cadet crient leur déception et désarroi en direction de la classe dirigeante du football guinéen et du sport en général. Et tôt ce lundi matin, tous ces joueurs ont pris la direction de la primature pour crier leur ras-le-bol et le manque criard de considération à leur égard. On a abandonné les études il y a 2 ans de cela. Le bac nous a trouvé en préparation des trucs, on n'a pas eu des trucs à faire. Et on nous a promis qu'on doit nous donner le peu qu'on doit nous donner. Et ça aussi, on n'a pas reçu. On n'a pas voulu créer des scandales à l'extérieur pour attirer les médias internationaux. Nous réglons nos affaires en famille. Si lui ne peut pas, on va atteindre le sommet. Sinon, c'est une question de vie ou de mort. Pire, ces enfants de 15 à 17 ans sont abandonnés à eux-mêmes. Pourtant, leur qualification héroïque à ce mondial n'a été que pure récupération. On a joué la Coupe du Monde. Nous sommes rentrés parents pauvres,
on n'a rien dans la poche, rien, on nous a donné rien. Même ceux qui sont partis faire 48 heures ont eu $2300. Et nous, les acteurs qui étaient sur le terrain, qu'est-ce qu'on a? Nous sommes rentrés aujourd'hui avec quoi? Personne ne peut rentrer chez lui. Même des transports, on n'a pas aujourd'hui pour rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire à la maison? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire à les parents? Après 2 ans de chômage, après 2 ans de sacrifice pour le pays. Comme un malheur ne vient pas seul, l'équipe de basketball SLAC qui doit représenter la Guinée en Coupe d'Afrique des clubs champions au Cap-Vert tire sur la sonnette d'alarme car la compétition ne commence que ce mercredi 28 octobre. Vous savez, quand on dit difficulté, c'est s'il y a un peu de bonheur. Nous, ce n'est pas une question de difficulté, c'est qu'on n'a jamais eu de soleil chez nous. On a toujours évolué dans l'ombre. Nous, chez nous, c'est toujours la nuit. On veut aussi qu'il y ait un peu d'espoir, qui nous donne un peu d'espoir, que le soleil se lève chez nous aussi, chez nous les basketteurs. L'exemple de l'équipe nationale féminine qui a terminé à la 9e place de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en est une illustration pitoyable. Elles sont allées, elles ont représenté dignement, malgré qu'elles ne sont pas allées au grand complet. Une équipe nationale, c'est 12 personnes de basketball. Elles sont allées à 9, ça c'est déplorable. Donc elles sont revenues, elles n'ont rien eu, comme vous venez de voir avec les footballeurs, nous aussi c'est la même chose. Et c'est encore pire parce que nous on ne nous a même pas accueillis, on ne sait même pas qu'une équipe nationale a voyagé et tout. La question de la réforme du sport guinéen avec à sa tête de nouvelles personnes responsables à tous les niveaux qui connaissent et vivent le sport en fonction des nouvelles donnes internationales refait surface. A signalé que le Premier ministre Saïd Fofana a décidé de les rencontrer ce mardi. Le congrès de l'Association francophone des organisations nationales des droits de l'homme se déroulera les 28 et 29 octobre 2015 à Dakar au Sénégal. Au cours de cette rencontre, les acteurs vont mettre l'accent sur les droits des personnes en lieu de privation des libertés. Les enjeux, c'est qu'aujourd'hui, les organisations nationales des droits de l'homme francophones quand même doivent se pencher sur les questions relatives aujourd'hui à la détention. Donc c'est un peu le suivi des lieux de privation de liberté et sur les normes et bonnes pratiques et défis également auxquels sont confrontées aujourd'hui les organisations de défense des droits humains. Le surpeuplement des établissements pénitentiaires constitue une situation qui vive plusieurs pays du continent. Au Sénégal, par exemple, l'administration pénitentiaire évaluait en 2013 la population carcérale à 34 617 détenus dans les 37 lieux de détention que compte le pays. Face à cette situation, les organisations de défense des droits de l'homme vont profiter du Congrès pour sensibiliser les États sur la prise en charge des droits des personnes en milieu carcéral. Ce que nous faisons également, c'est des activités de plaidoyer pour que les États veillent au respect des engagements auxquels ils ont souscrit en signant et ratifiant des traités. Il faudrait également que les États veillent à leur mise en œuvre, donc les questions relatives à la mobilisation des ressources, la construction des prisons, et même le renforcement de capacité du personnel de l'administration pénitentiaire qui peine également à faire correctement son travail. En Afrique, les conditions de détention posent le problème de la violation des droits de l'homme dans les lieux de détention, un domaine dans lequel plusieurs pays du continent doivent encore faire des efforts. Véritable plébiscite, comme vous le soulignez, taux de participation plus de 70% et plus de 90% des oui sur l'ensemble du territoire national selon le gouvernement congolais. L'opposition, elle, s'étonne de ce taux. Pour cette opposition, notamment pour René Blanchard-Oba, co-président de l'initiative pour la démocratie au Congo, il est inconcevable que ce scrutin atteigne ces taux. Pour lui, en temps normal, aucune élection au Congo n'a dépassé plus de 70% du taux de participation. Comment expliquer qu'aujourd'hui, avec la majorité des Congolais qui ont fait le choix de rester à la maison, qu'on dépasse les 70%. Pour le FOCAD, l'autre plateforme de l'opposition, elle, pour ces FOCAD, ces résultats ne font que confirmer le passage en force du pouvoir de Brazzaville. Pour Clément Mirassa, ce passage en force n'est autre chose qu'un coup d'État constitutionnel tant redouté. En tout cas, pour l'ensemble de l'opposition, les taux de participation n'auraient pas dépassé 15%, ce que rejette le gouvernement pour qui les opérations électorales étaient honnêtes. Et ces résultats de plus de 70% ne reflètent que l'engouement observé dans l'ensemble du pays.
L'hebdomadaire catholique, il faut le dire, l'hebdomadaire catholique, la semaine africaine, va aller plus loin. Pour ce journal, le vote référendaire qui s'est déroulé le 5 octobre s'est déroulé dans le calme. Mais ce référendum a sans doute connu un taux d'abstention jamais vu dans l'histoire du Congo depuis 1991. Les ex-rebelles de la Séléka se disent prêts pour des pourparlers de paix en Centrafrique. Et ces combattants ont contribué à amplifier la violence ethnique en cours dans le pays depuis 2 ans, des troubles qui ont créé une instabilité sécuritaire dans le pays et bouleversé le calendrier électoral. Le commandant du groupe à travers l'Union pour la paix en Centrafrique, UPC, lance un appel au dialogue. L'UPC a tenté de rapprocher les deux communautés et de faire la paix à Bambari. Je souhaite que chrétiens et musulmans puissent avoir de bonnes relations comme avant. En 2013, le groupe rebelle musulman de la Séléka contrôlait Bangui, la capitale. Après, une milice chrétienne a vu le jour. Depuis, des violences qui ont paralysé la capitale centrafricaine et environ ont fait plus de 40 000 déplacés. L'appel de la Séléka à la paix est une préoccupation des populations. Seulement, le retard dans le désarmement de la milice ne rassure pas les Centrafricains. Aujourd'hui, la coalition Séléka se prédispose pour la paix, il n'a pas d'inconvénient que la population centrafricaine rejette cet appel, qui ne doit d'ailleurs pas être seulement un appel du bout des lèvres, mais un appel du cœur. Mais si on veut aller à la paix, sans le désarmement, je vous assure que vraiment ce sera un coup d'épée dans l'eau. Parce que vraiment, il y a une prolifération d'armes de guerre et de munitions, des arsenaux de guerre en République centrafricaine. Les efforts internationaux pour s'attaquer à la crise demeurent jusqu'à présent insuffisants. Des milliers de civils ont quitté le pays depuis le début de la crise pour des camps de réfugiés dans les pays voisins. À cause de l'insécurité et de l'instabilité économique, le calendrier électoral a été révisé. Les élections sont attendues d'ici fin 2015 dans le pays. Nouvelle tentative pour une sortie de crise au Sud-Soudan. Les belligérants se sont engagés ce lundi à respecter le volet sécuritaire de l'accord de paix conclu en août 2015. Les détails avec Arwa Barkala. L'espoir de paix renaît au Soudan du Sud. Le volet sécuritaire de l'accord de paix conclu en août 2015 a enfin été signé ce lundi 26 octobre à Addis Abeba, en Éthiopie, entre les belligérants de la guerre civile au Soudan du Sud. Un accord qui prévoit notamment la démilitarisation de la capitale, Juba, ainsi que la création d'une armée d'union nationale. Cette signature par l'opposition est une percée. La paix est maintenant une réalité. Par cet engagement, les armes vont se taire. Nous allons voir un contrôle du cessez-le-feu. Toutes les institutions établies par l'accord de paix vont se mettre en place. L'application des arrangements sécuritaires doit permettre aux rebelles d'envoyer une équipe préparatoire à Juba, capitale sud-soudanaise. L'ancien vice-président devenu chef des rebelles, Riek Machar, doit y partager le pouvoir avec le président Salva Kiir dans un gouvernement de transition. Dois-je rappeler que ce n'est pas le premier accord qui a été signé sur le sujet depuis qu'il y a un affrontement au sommet de l'État entre le président et son vice-président. Donc il faut attendre, voir, juger sur pièce. Ça va sûrement dans la bonne direction, mais rien n'est moins sûr. Tant que les protagonistes ne se donnent pas la peine d'appliquer les accords, nous sommes au 4e ou 5e accord qui a été signé entre les deux belligérants depuis qu'ils s'affrontent. La guerre civile qui déchire le Soudan du Sud depuis décembre 2013 a fait des dizaines de milliers de victimes, faisant 2,2 millions de déplacés. Le 12 décembre 2015, l'Ouganda a entamé le retrait de ses troupes du Soudan du Sud après presque 2 ans d'intervention dans le pays. Le cru 2015 du Goncourt aura des saveurs tunisiennes. À l'ENS, temple tunisien des lettres et de la philosophie, l'échange est intense entre le jury français et les étudiants tunisiens. Une étape logique pour Régis Debray et Paul Constant. Quand on arrive à une sorte d'impasse, je crois que l'art, parce qu'il manie les symboles, est le dernier refuge. Un refuge aussi pour ces étudiants. Ils formeront l'un des cercles de lecteurs pour le nouveau choix de la Tunisie. Ils auront 2 mois pour dévorer les 4 livres finalistes et rendre verdict. Alors je vais demander à la présidente, qu'est-ce que vous pensez de roman de Milan Kundera? Moi je monte dans le métro, je sors mon livre et tout le monde me regarde bizarrement. Et donc voilà, ça m'a fait beaucoup plaisir d'être en interaction avec d'aussi grands lecteurs. Un encouragement donc pour les étudiants, mais aussi pour les écrivains, dans un pays où le milieu de l'édition manque cruellement de moyens pour se développer.
À l'Institut français de Tunis, l'écrivain tunisien Azaf Hilali est venu à la rencontre de la délégation. J'espère que ça évoluera dans le sens d'une expansion et d'une plus grande diffusion, mais je le dis et je le redis toujours, le livre, comme tous les instruments culturels, est affaire de choix politiques. Venir en Tunisie, un choix d'ailleurs autant culturel que politique pour l'écrivain Tahar Benjeloun. On a voulu le faire à Tunis par solidarité avec la Tunisie, avec son peuple qui a souffert, et pour aussi marquer le coup, comme quoi l'Académie Goncourt n'est pas uniquement à Paris, mais qu'elle s'exporte, parce qu'il s'agit quand même de dire des choses importantes au niveau de la solidarité. Après le prix Nobel de la paix, Tunis accueille le Goncourt, une histoire de solidarité, mais aussi de littérature. Des milliers de maisons endommagées. Un jour après le séisme, ici au Pakistan, certains rescapés rejoignent quand ils le peuvent leurs villes et villages, pendant que de nombreuses victimes continuent d'affluer dans les hôpitaux les plus proches. À l'heure actuelle, 152 blessés sont arrivés et 13 d'entre eux sont morts. Un bilan qui ne cesse d'être revu à la hausse d'heure en heure. On parle de plus de 300 morts au Pakistan et en Afghanistan, deux pays secoués par un tremblement de terre de 7,5 sur l'échelle de Richter. Les secours sont à pied d'œuvre et l'armée a été mobilisée et leur tâche promet d'être extrêmement difficile. Ce puissant séisme a affecté principalement des zones montagneuses reculées, difficiles à atteindre au nord du Pakistan et dans le nord et nord-est de l'Afghanistan. De nombreux glissements de terrain rendent encore la mission plus périlleuse. En Afghanistan, le président est intervenu pour mobiliser la population. Je demande à tous les Afghans de faire preuve de solidarité dans les zones sinistrées, mais aussi de nous apporter toute information concernant les dommages afin de nous aider à gérer au mieux les secours. Les régions afghanes touchées étant des bastions de l'insurrection islamiste, même l'ennemi taliban a appelé à la solidarité. Vendredi à Vienne, les chefs de la diplomatie russe, saoudienne, américaine et turque discutaient d'une solution à la crise syrienne. Une réunion à l'initiative de Moscou, à laquelle la France n'a pas été conviée. Mise sur la touche, Laurent Fabius annonce au même moment la tenue le mardi suivant d'une rencontre avec ses homologues occidentaux et arabes, mais sans les Russes. Présenté là, en l'occurrence, la réunion qui aura lieu n'est pas dans cette configuration, mais il y aura d'autres réunions où nous travaillerons avec les Russes, bien sûr. Une contre-initiative pour tenter de reprendre la main sur le dossier syrien. Car aujourd'hui, la France se retrouve isolée à cause de sa position. Pour Paris, le départ du président syrien est une priorité. Une ligne dure défendue depuis longtemps. Dès 2013, la France se dit prête à frapper le régime syrien. La ligne rouge définie par Washington vient alors d'être franchie. Damas est soupçonné d'avoir utilisé des armes chimiques contre sa population. La réponse serait immédiate et fulgurante. Une cause légitime d'intervention directe. Le régime syrien doit être abattu et rapidement. Mais Barack Obama fait volte-face. Impossible pour la France d'intervenir seule. La montée en puissance de l'organisation de l'État islamique contraint finalement Washington à intervenir. À l'été 2014, les États-Unis bombardent les positions des terroristes en Irak. La France leur emboîte le pas. Elle refuse en revanche de les suivre en Syrie quelques semaines plus tard, de peur de renforcer Bachar al-Assad. Un an après, la donne a changé. S'estimant directement menacée, la France mène ses premières frappes en Syrie, obligée de s'adapter. Un Suisse dans la course. Il s'agit du Valaisan Gianni Infantino, secrétaire général de l'UEFA. Officiellement, il se retirera si Platini est blanchi par la justice sportive. Sinon, il sera en concurrence frontale avec le Français Jérôme Champagne, ancien cadre de la FIFA. Deux candidatures qui n'égalent pas celle de Salman Ben Ibrahim Al Khalifa, cheikh du Bahreïn et surtout patron de la Confédération asiatique de football. Une confédération forte de 46 membres et dont il dit avoir le soutien. S'il y a une candidature de l'Asie, l'Asie doit la soutenir. Il ne peut pas s'agir d'une candidature spontanée, sans consultation de la Confédération asiatique.
Autre postulant à prendre au sérieux, le Sud-Africain Tokyo Serwale. Seul à ne pas être du sérail, il pourrait rassembler une majorité de voix africaines. Mais il devra composer avec la candidature surprise du Libérien Moussa Bility. On citera encore le prince jordanien Ali Ben Al-Hussein, ancien concurrent de Blatter, et le trinitréen David Nakid. Et Michel Platini, il n'aurait plus grande chance pour ne pas s'être distancié de Sepp Blatter, du moins si l'on en croit Andrew Jennings, écrivain spécialiste de la FIFA. Il aurait dû dire « Je suis un mec clean, ça sent mauvais ici et je ne veux plus rien avoir à faire avec Sepp Blatter ». Sachez que ce n'est pas lui qui fera les réformes. Platini était le seul homme à pouvoir le faire avec la réputation qu'il avait. L'élection pour l'instant est maintenue au 26 février prochain.